suis restée dans l'embrasure de la porte après son départ, les bras croisés, respirant le silence comme s'il était nouveau. Je pensais que c'était ça, le plus dur. La séparation, l'adaptation, les textos maladroits pour savoir qui avait gardé le câble HDMI ou si on avait oublié d'annuler Canal+. Mais je me trompais, parce que les hommes comme Marc ne partent pas toujours avec l'élégance qu'ils affichent en sortant. Ils attendent, ils observent et ils misent sur le fait que vous baisserez votre garde. Ils voulaient que tout paraisse net, en surface. Mais au fond, ils voulaient encore garder le contrôle. Et je l'ai senti dans sa façon de partir comme s'il n'avait pas passé des mois à esquiver les vraies discussions, dans la manière dont il appelait notre accord équitable, comme si l'équité avait jamais fait partie de son calcul. 3 semaines plus tard, 3 000 € s'étaient volatilisés. Et l'homme qui jurait « pas de jeu » venait de jouer son premier coup. C'était un jeudi que la deuxième alerte est tombée. J'étais dans la file à la poste, les bras chargés d'enveloppes matelassées et d'étiquettes préimprimées, attendant derrière une femme qui tentait de retourner un blender sans l'emballage d'origine. La vibration est venue de la poche latérale de mon cabas. Juste une secousse, mais je savais déjà. De retour dans la voiture, j'ai consulté mon téléphone. Retrait de 5 000 € depuis le compte joint BNP Paribas. Aucune note, aucune explication, aucune hésitation. J'ai pris une capture d'écran, toujours aucun changement sur mon visage. Pas d'éclat, juste une longue inspiration par le nez, comme pour me préparer à un courant d'air glacé. 5 000, pas 3, comme la première fois. Il prenait de l'assurance. Ou alors il devenait pressé. Je ne l'ai pas appelé. Pas de message. Il n'y avait rien à demander. Je savais déjà. Ce qui m'a marqué, ce n'était pas la somme, c'était le glissement, le moment choisi, le naturel avec lequel c'était fait. Il pensait que je ne verrais rien. Il croyait que j'avais tourné la page, que j'étais trop brisée, trop occupée ou trop passive pour surveiller. Peut-être qu'il m'imaginait encore comme la femme qu'il s'était construite dans sa tête, gentille, rangée, inoffensive, quelqu'un qui se souciait trop de préserver la paix pour jamais réagir. Il avait mal interprété mon silence. Je n'explose pas, je ne fais pas de scène, mais je n'ignore jamais ce qui m'appartient. De retour à mon appartement, j'ai posé mon cabas sur l'îlot de la cuisine, sorti mon ordinateur et ouvert le portail bancaire. C'était là, clair et tranchant, son nom, l'heure, l'historique des opérations, aucune ambiguïté. J'ai ouvert une pochette cartonnée et glissé les captures imprimées à l'intérieur. Ajouté une intercalation, noté la date. Il pensait que j'oublierais, ou que je pardonnerais, ou que j'attendrais trop longtemps, mais j'avais déjà appelé la banque après le premier retrait, juste pour poser des questions, calmes, factuelles. J'ai pris des notes, récupéré des noms, vérifié leur politique concernant les comptes joints, les accords verbaux, les déclarations de litige. Le système n'était pas encore de mon côté, mais je posais déjà l'ossature. C'est ça. Avec les hommes comme Marc, ils pensent que l'action ne compte que quand elle est bruyante, théâtrale, visible. Mais je ne cherchais pas à être vue. Je cherchais à être précise. J'ai passé le reste de l'après-midi à imprimer des documents, à les étaler sur la table de la salle à manger comme un puzzle. Date, montant, destinataire. Je les ai recoupés avec les entrées du calendrier, les anciens textos, les factures. J'ai signalé ce qu'il s'était engagé à payer et ce qu'il avait ignoré. Aucune de ces transactions ne correspondait à notre accord. Pas une seule. Ce n'était pas un malentendu, ce n'était pas quelqu'un qui prenait un peu en pensant le rendre. C'était du vol. Silencieux, délibéré et tristement familier. Il pensait que je resterais douce, mais la douceur n'est pas de la faiblesse. Et moi, je bâtissais déjà mon dossier. Le samedi matin, la pochette n'était plus juste un contenant. C'était une déclaration. J'ai vidé la table comme je le faisais avant un rendez-vous client. Je l'ai nettoyée, entrouvert les stores pour laisser passer juste assez de lumière. Puis j'ai disposé mon matériel sur le côté. Papier imprimante, surligneur, intercalaire. Ce n'était pas une réaction. C'était une réponse, précise, intentionnelle. Je me suis reconnectée à la banque et j'ai filtré par date.
Chaque transaction exposée, horodatage, mode d'accès, destinataire. Le nom de marque revenait avec une régularité troublante, chaque ligne une nouvelle trahison camouflée dans la banalité. Je les ai exportées une par une, imprimé des copies nettes, sans rature, juste les données, puis j'ai annoté chaque retrait dans la marge, l'heure exacte, ce que nous étions censés régler et ce qui avait réellement été convenu. Les chiffres ne mentaient pas. Ils s'alignaient comme des miettes de pain. 3 000 € un jeudi soir. 5 000 € pendant son créneau habituel à la salle de sport. Aucune facture à payer, aucune communication. Juste son silence et le bruit discret de mon avenir qui se vidait. Il croyait que je n'irais pas aussi loin, que j'accepterais la perte en me disant qu'il fallait passer à autre chose. Mais il ne m'avait jamais vu organiser des événements pour 100 clients à la fois. Il ne connaissait pas les tableurs que j'utilisais pour les plans de table, les calendriers de logistique, les plans B. Je n'improvisais pas. J'exécutais. J'ai replongé dans nos messages. Remonté jusqu'à la semaine de notre rupture, jusqu'aux lignes où il avait confirmé, noir sur blanc, que le compte commun resterait intact jusqu'à ce que tout soit réglé. Capture d'écran, impression, classement. J'ai surligné ces mots en jaune, pas pour m'en vanter, pour ne pas oublier. Chaque document avait sa place. La pochette s'est épaissie, feuille après feuille. J'ai utilisé des onglets pour les virements, une section séparée pour les échanges et un dernier onglet pour notre accord. Ce n'était pas un contrat, mais c'était suffisant. À la fin, j'ai rédigé un bref résumé, un paragraphe, froid, daté, signé. Je n'en ai parlé à personne. Pas de récits théâtraux à mes amis, pas de textos nocturnes pour chercher du réconfort. Ce n'était pas une affaire d'empathie, c'était une affaire de vérité, de consigner ce que des hommes comme Marc comptent de voir sombrer dans l'oubli ou la confusion. Cet après-midi-là, je me suis penchée sur la pochette et je l'ai refermée à deux mains. Elle semblait plus lourde que sa taille ne l'aurait permis. Il ne s'agissait pas de 8 000 €. Pas vraiment. Il s'agissait de cette supposition que je ne verrais rien, que je ne ferais rien, que mon silence était un vide dans lequel il pouvait s'engouffrer sans en payer le prix. Il s'était trompé, parce que la vérité n'était pas faite pour être criée, elle était faite pour être prouvée. Et je venais de rassembler toutes les preuves. Ce soir-là, j'ai étalé les impressions sur la table de la salle à manger comme une reconstitution de scène de crime. Chaque transaction était une miette de pain, chaque horodatage une étape sur un parcours que Marc croyait pouvoir emprunter sans laisser de traces. Mais il s'était trompé. Les premiers 3 000 € avaient été retirés un jeudi soir, tard. Les 5 000 suivants, juste après-midi, un lundi. Les deux coïncidaient avec des moments identifiables, ses horaires à la salle de sport, ses pauses habituelles entre deux clients. Je connaissais sa cadence mieux qu'il ne l'imaginait. Il n'était pas désespéré, il était opportuniste. Et il pensait que je ne repérerais pas le schéma. Mais il s'affichait là, noir sur blanc, en train d'éclore sur la table. Les intervalles entre les retraits se raccourcissaient, les montants grimpaient. Il ne cherchait pas à éviter d'être pris. Il pariait que je ne regarderais pas. J'ai codé les entrées par couleur, vert pour les factures connues, rouge pour les retraites personnelles, jaune pour les messages échangés les mêmes jours. Tout y était. Sa voix qui disait une chose, ses actes qui en révélaient une autre. Pas d'ambiguïté, pas de bug informatique, juste un vol opéré par petites touches silencieuses. C'est ça qui me restait. Pas l'argent, mais la méthode, le sentiment d'impunité. Cette façon de traverser tout ça comme s'il avait le temps pour lui, comme s'il croyait que j'étais trop gentille ou trop honteuse pour agir. Marc avait toujours été fier de son aisance. Toujours le bon mot, le rire facile, l'épaule rassurante. Mais la surface lisse ne résiste pas à l'analyse. Elle glisse, elle échappe, et maintenant, elle s'effondrait. J'ai ajouté à mon dossier notre dernier loyer, celui qu'il avait promis de partager, puis oublié de régler. J'avais bien sûr gardé le reçu, évidemment. Je l'ai classé derrière les relevés de retrait, un autre petit mensonge rangé dans le dossier. Puis,
sont venus les messages. J'ai recommencé à faire défiler notre historique, plus lentement cette fois, capturer les promesses, les garanties, toutes ces phrases dites avec des involtures, désormais en complète contradiction avec ses actes. Je les ai regroupées par thème, datées, annotées, c'était comme voir un masque tomber à l'envers, découvrir chaque indice que j'avais manqué, maintenant lumineux dans le rétroviseur. Rien de tout cela n'était impulsif, c'était méthodique. Et cette prise de conscience a balayé les dernières traces de douceur. Il ne s'agissait plus simplement de nettoyer un désordre. Il s'agissait de refuser de prétendre qu'il n'y en avait jamais eu. À minuit, la chronologie était complète. Le dossier, organisé. Ma résolution, totale. Il pensait que le silence signifiait l'abandon, que parce que je ne haussais pas le ton, je ne surveillais pas. Mais la vérité, c'est que je n'oublie pas. Je documente. Et maintenant, l'histoire qu'il pensait écrire seul avait un deuxième auteur, et j'étais presque prête à la publier. J'ai passé l'appel un mardi matin. La ligne du service client de la banque était calme au début. Musique douce, voix polie me demandant mon nom, mon numéro de compte. J'ai répondu à chaque question avec le même ton que pour commander un café. Posé, imperturbable, méthodique. Mais ce n'était pas une routine, c'était le basculement. J'appelle pour signaler des opérations non autorisées sur un compte joint, ai-je dit. Il y a eu une pause de l'autre côté, ce genre de silence maîtrisé qu'on apprend en formation pour ne pas réagir trop vite. Puis la conseillère m'a demandé les détails. Je les lui ai donnés tous, date, montant, nom des bénéficiaires. Elle n'a pas interrompu, juste tapé. Quand elle a demandé le contexte, je me suis contentée des faits, dénués d'émotion. Mon ex-compagnon et moi avions convenu que le compte resterait intouché jusqu'à ce que toutes les dépenses communes soient réglées. Il y a accédé sans prévenir. Il y a un schéma. J'ai la documentation. Son ton a changé, subtilement, toujours professionnel, mais plus ferme. Elle m'a demandé si j'avais des copies des virements. J'en avais. Capture d'écran, impression, une chronologie. Elle a demandé si j'avais déposé une réclamation écrite. Je l'avais fait, la veille, via leur portail en ligne. Est-ce que vous qualifieriez cela d'abus intentionnel? Oui, ai-je répondu. Absolument. Elle m'a donné un numéro de dossier, m'a transféré au service fraude. Une deuxième voix s'est manifestée, plus sèche, plus rapide, plus rodée. On a repris depuis le début, mais cette fois, tout semblait plus officiel, plus réel. Elle a examiné mon dossier et m'a indiqué qu'une équipe de gestion des risques internes allait être mandatée. Le compte serait signalé, les virements sortant gelés. Marc ne pourrait plus toucher un centime. Je l'ai remercié, puis raccroché. La pièce était redevenue silencieuse. Le soleil frappait la pile de papier sur ma table d'un angle précis, projetant de longues ombres sur le sol. La pochette était ouverte à côté de moi, ses bords nets, ses pages parfaitement alignées. J'y ai ajouté le numéro de dossier sur la page de garde, imprimé l'email de confirmation, classé derrière la chronologie. Chaque étape avait été délibérée, chaque mouvement calculé. Il ne savait toujours rien. Je ne lui avais rien dit, aucune alerte. J'avais laissé le silence s'étirer jusqu'à devenir pesant. Il pensait sans doute qu'il s'en était sorti, que les retraits étaient passées inaperçues sans contestation, que le compte commun était encore un territoire partagé, libre pour les trahisons discrètes. Mais ce n'était plus le cas, plus maintenant, parce que j'avais transformé ses mensonges en bilan, son silence en relevé, son vol en structure. Il ne s'agissait pas de vengeance, il s'agissait de lucidité. Et le premier vrai fragment de justice n'est pas arrivé avec une confrontation, mais avec un numéro de dossier et un système qui, en silence, commençait à s'activer. Il ne le savait pas encore. Mais la partie était terminée, et j'étais déjà en train d'écrire le score final. L'alerte est arrivée un mercredi matin, juste au moment où je sortais de la douche. La buée restait accrochée au miroir, de douces volutes de condensation s'effaçant tandis que je traçais un cercle clair avec la paume. Mon téléphone s'est allumé sur la tablette du lavabo, son écran brillant de précision. Alerte. Tentative de virement échouée. Transfert de 2000 € refusé. J'ai fixé les mots, les laissant s'imprégner. La vapeur, le silence,
l'alerte, tout flottait dans l'air, suspendu. Il avait recommencé. Même après le gel, même après avoir retiré 8 000 € en tout, même après avoir disparu sans une seule explication. Il pensait que le compte lui appartenait encore, toujours accessible, toujours vulnérable. Mais ce n'était plus le cas. Le gel avait fonctionné. Mon appel avait compté. La structure que j'avais bâtie, feuille après feuille, jour après jour, avait tenu bon. Je n'ai pas souri, pas vraiment, mais il y avait quelque chose de calme dans ma poitrine, une forme de confirmation qui vit juste sous la peau. Ce n'était pas de la joie, ni un triomphe, juste une preuve. Je me suis habillée lentement. J'ai choisi mon pull préféré, enfilé un jean parfaitement ajusté, des bottines à talons discrets, rien d'extravagant. Je n'allais nulle part de particulier, mais ça comptait. La manière dont on se tient, même dans sa propre cuisine, a du poids. J'ai préparé un café et me suis installée à la table. J'ai tiré la pochette vers moi, imprimé la nouvelle alerte, 3 trous à la perforatrice, glissé à l'arrière, une nouvelle entrée dans la chronologie, une nouvelle décision que Marc avait prise en pensant que je ne passerais jamais à l'action. Je l'ai imaginé à cet instant-là, assise à son bureau ou en train de faire défiler l'écran de son téléphone dans un café, pensant que ce serait simple. Entrant le montant, confirmant le virement, et le voyant échouer. Peut-être qu'il a actualisé la page, peut-être qu'il a réessayé, peut-être qu'il a juré, perplexe, peut-être que c'est là qu'il a compris que quelque chose avait changé, que je n'attendais plus, que le silence n'était pas de la douceur, c'était une stratégie. Je ne lui ai pas écrit, je n'ai rien dit, j'ai laissé l'alerte parler plus fort que n'importe quel mot. Plus tard dans la journée, la banque a envoyé une mise à jour. L'enquête allait être intensifiée. Un audit interne complet était déclenché. Marc serait contacté. Sa version consignée. Son nom signalé dans l'ensemble du système. Le dossier faisait son œuvre. La vérité, tout entière, avait désormais une structure, une colonne vertébrale, un récit qui ne dépendait ni de cris ni de supplications. Il pensait que j'avais laissé la porte entr'ouverte, mais je l'avais scellée, silencieusement, méthodiquement, et maintenant, il se tenait de l'autre côté, secouant une poignée qui ne tournait plus. À la fin de cette semaine-là, je savais ce que j'avais à faire. Il ne s'agissait pas de colère, je ne voulais pas d'excuses, je n'avais pas besoin que Marc admette quoi que ce soit. Ce n'était pas une discussion, c'était une confirmation. Il avait pris ce qui ne lui appartenait pas en pariant que je resterais silencieuse. Il pensait que, dans le pire des cas, je ruminerais en silence, que je lui enverrais peut-être un message passif-agressif, que je bloquerais son numéro et que je passerais à autre chose. Mais je ne voulais pas de vengeance. Je voulais une mise au point, calme, claire, officielle. Alors j'ai envoyé le message. « Salut, j'aimerais te parler de quelque chose. » Terrain neutre. Il a répondu en moins d'1 heure. Bien sûr. On se voit, je voulais justement discuter aussi. Puis un pouce levé. Puis une suggestion de café. Évidemment, il a choisi notre ancien Rupert. Table d'angle, éclairage tamisé, mur en briques apparentes. Assez familier pour paraître sûr. Presque nostalgique. Il a probablement cru que je m'ennuyais de lui, que je voulais crever l'abcès, que je souffrais du silence, qu'il le pense. Le matin du rendez-vous, je me suis préparée comme pour une présentation client. Rien de trop tranchant, rien de trop mou, juste une puissance discrète, pensée, maîtrisée. Trench coat beige, couponette, créole doré, assez de structure pour montrer que j'avais prévu ce moment, mais pas assez pour annoncer l'affrontement. J'ai vérifié la pochette 2 fois avant de la glisser dans mon cabas. Tout était là, les relevés, la chronologie imprimée, les captures d'écran de notre accord, les textos avec les dates. J'avais même rédigé une page de garde. Pas de pathos, pas de drame, juste des faits alignés. Ce n'était pas une menace. C'était un dossier. À mon arrivée, le café était à moitié plein. La table près de la fenêtre était libre. Je l'ai prise. J'ai commandé une AEO. Pas de café, pas de viennoiserie.
La pochette est restée fermée dans mon sac. Il est arrivé 10 minutes plus tard, lunettes de soleil posées sur la tête, avec ce même sourire décontracté qu'il arborait quand il ne savait pas ce qui l'attendait. « Salut !» a-t-il dit, se penchant pour une accolade comme si nous étions de vieux amis. « Tu es rayonnante !» J'ai hoché la tête. « Toi aussi !» Il s'est assis, installé, a commencé à parler de boulot, d'une mission floue en consultance, d'un voyage peut-être à venir. Il ne m'a pas demandé pourquoi je voulais le voir, ça m'a suffi. Marc pensait que c'était une retrouvaille décontractée, qu'il s'agissait de renouer avec quelque chose de terminé. Mais je n'étais pas venue pour tourner une page, j'étais venue poser les faits. Et pendant qu'il parlait, détendu, rodé, à l'aise, j'ai attendu, ma main reposant doucement sur le sac posé sur mes genoux, mon dos droit, mon regard fixé, parce qu'il n'avait aucune idée que l'histoire qu'il racontait était déjà finie et que j'avais apporté la fin avec moi. Il continuait à parler. Marc s'était adossé à sa chaise comme si c'était un après-midi comme un autre. Ses doigts tapaient contre le bord de son verre pendant qu'il enchaînait des histoires sur de nouveaux projets, d'anciens contacts, des plans d'avenir flous. Il parlait comme quelqu'un qui jouait un rôle pour une spectatrice encore prête à croire en lui. Mais ce n'était plus mon cas, plus maintenant. Je hochais la tête de temps en temps, juste assez pour maintenir le rythme, le laissant confondre politesse et tendresse, retenue et bienveillance. Il ne remarquait pas le poids de mon silence. Il ne sentait pas le changement d'atmosphère. Trop occupé à réciter une version de lui-même déjà périmée, « Je suis content qu'on fasse ça », a-t-il dit, en souriant au-dessus de son verre. « Les choses n'ont pas besoin d'être compliquées entre nous, tu sais. » J'ai légèrement incliné la tête. Pas de sourire, pas de réponse. Il a pris ça pour un accord. Évidemment, pour Marc, le confort était une monnaie d'échange. Si tu ne criais pas, si tu ne pleurais pas, alors tout allait bien. Il mesurait les dégâts au volume. Il ne comprenait pas qu'un silence pouvait être plus tranchant que n'importe quel cri. Les boissons sont arrivées. Il a remercié la serveuse avec ce charme rodé dont il usait toujours pour lisser les tensions. J'ai attendu qu'elle soit repartie. Puis, lentement, j'ai ouvert mon sac et sorti la pochette. Je l'ai posée délicatement sur la table. Mes doigts sont restés posés sur la couverture, calme, immobile. Marc s'est figé. Son sourire a vacillé, à peine, trop subtilement pour la plupart. Mais moi, je l'ai vu. « C'est quoi ça ?» a-t-il demandé, la voix cherchant à rester légère. J'ai fait glisser la pochette vers lui. De la documentation. Il a hésité, puis l'a ouverte. La première page lui faisait face, relevé bancaire, son nom encerclé en rouge. Il a tourné. Chronologie, détail des opérations, capture de nos messages, horodatés. Il n'a rien dit. Moi non plus. Je regardais. Je regardais le changement dans sa posture, la lenteur de ses gestes en tournant les pages, la tension de sa mâchoire qui apparaissait, brièvement, lorsqu'il réalisait ce que c'était et ce que cela signifiait. Il a levé les yeux vers moi, cherchant une réaction, une douceur, un sourire, une sortie. Mais je ne lui ai rien offert, parce que je n'étais pas venue pour une réaction. J'étais venue pour le basculement. Et je le regardais se produire, là, entre deux verres, dans un café où il croyait que son charme suffirait à lui faire gagner encore un peu de terrain. La pochette disait tout ce que je n'avais pas prononcé, chaque euro, chaque mensonge, chaque supposition sur qui j'étais et jusqu'où j'irais. L'air entre nous était désormais plus lourd que le poids des papiers. Et pour la première fois, Marc Chevalier avait le regard d'un homme qui venait de perdre le contrôle du récit. Il tourna une autre page. Chronologie, capture d'écran, un déroulé net, linéaire, sans aucune zone grise. Je regardais le changement dans son expression, pas encore de panique, mais quelque chose de plus froid, une prise de conscience. Marc ne parla pas tout de suite. Il passa ses doigts sur le bord de la feuille, comme si la texture pouvait l'aider à comprendre, comme si elle pouvait adoucir les contours de ce qu'il lisait. Enfin, il se racla la gorge. « Jas, je pensais pas que ça deviendrait un vrai problème. »
Sa voix était plus basse, moins assurée. Je n'ai pas scellé. Il tourna jusqu'au message. Ceux où il avait clairement accepté que le compte joint resterait intact jusqu'à ce que toutes les dépenses soient réglées. J'avais surligné les dates, souligné ses réponses. « Je comptais le rendre, » murmura-t-il. « C'était temporaire, j'en avais juste besoin là, pour un moment. C'était un peu tendu, côté finance. » Je suis restée immobile. Il me regarda à nouveau, espérant y voir une fissure. Il n'y en avait pas. « Le compte est gelé », ai-je dit. Ma voix était calme, précise. « Signalé à la banque, sous enquête. » Là, il a accusé le coup. Sa mâchoire a bougé, à peine perceptible, mais je l'ai vu. Il s'est penché en avant, les coudes sur la table, la voix plus basse. « Attends, tu m'as dénoncé? » Je n'ai pas répondu. La pochette parlait pour moi. Il passa une main sur son visage, les doigts s'arrêtant contre sa tempe. « Putain, je pensais pas que t'irais jusque-là. » J'ai saisi mon verre, pris une gorgée d'eau, lente, les reposé avec soin. « Tu pensais que je ne verrais rien, » ai-je dit. « Ce n'est pas la même chose. » Il ouvrit la bouche, la referma, reprit la pochette, comme si relire les mêmes pages pouvait les réécrire, comme si les chiffres pouvaient changer, comme si la vérité pouvait cligner des yeux. Elle ne cligna pas. Il balbutia des mots sur la pression, les factures, le mauvais timing, des mots oreillers jetés comme pour amortir la chute. Mais rien n'atterrit. Ce qui comptait, ce n'était pas ce qu'il disait maintenant. C'était ce qu'il avait déjà fait. C'est ce qu'il croyait pouvoir faire sans conséquence. Ce qu'il pensait que mon silence signifiait. Je me suis levée, sorti un billet de 20 € de la poche de mon manteau, déposé sous mon verre. Assez pour les 2 consommations, juste assez. Pour moi, c'est terminé, ai-je dit, en replaçant la bandoulière de mon sac. La banque te recontactera, peut-être même la police. Ce n'est plus mon rôle à ce stade. Je n'ai pas attendu sa réponse. Je n'en avais pas besoin. Il avait déjà tout dit, dans les blancs entre les pages, dans les décisions prises en pensant que personne ne regardait. En sortant dans la lumière du jour, je l'ai senti. Pas une victoire, même pas de la satisfaction, juste quelque chose de net, le son d'une porte qui se referme. À mes conditions, je ne suis pas allé loin, juste de l'autre côté de la rue, sur un petit banc sous un vieil orme envahi par les branches. L'air était encore frais, imprégné de la pluie de la veille, et les vitres du café brillaient sous le soleil de fin d'après-midi. Je me suis assise en silence, la pochette de nouveau rangée dans mon sac, intacte. À l'intérieur, Marc n'avait pas bougé. Depuis mon banc, je le voyais à travers la vitre, toujours penché sur la table, toujours en train de feuilleter le dossier, toujours en train d'essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Il ne lisait plus. Pas vraiment. Il fixait les pages, comme si elles allaient finir par se réorganiser d'elles-mêmes en quelque chose de plus indulgent. Comme si l'encre rouge allait s'estomper s'il clignait suffisamment des yeux. Il ne touchait pas à son verre, ne consultait pas son téléphone, juste assis là, comme un homme qui venait de réaliser qu'il ne tenait plus le scénario entre ses mains. Je l'ai vu revenir au début. La page de garde lui faisait face, résumé clair, daté, signé, présenté, comme un dossier de projet. Pas de colère, pas d'accusation, juste des faits. C'était ça, le plus déstabilisant pour lui. Il n'y avait aucune scène contre laquelle se défendre, aucune voix élevée à affronter, juste la certitude silencieuse de quelqu'un qui avait déjà agi avant même qu'il sache qu'il était démasqué. J'imaginais ses pensées. Jusqu'où est-elle allée? Qu'est-ce qu'elle sait? Depuis combien de temps elle prépare ça? Je n'avais pas besoin de deviner. J'avais déjà vu ce regard quand on se disputait pour des choses plus petites. Les loyers, les promesses oubliées, les justificatifs égarés. À l'époque, il trouvait toujours une façon d'arranger les choses, d'atténuer la tension avec une blague, un compliment, une excuse douce noyée dans la diversion. Mais cette version de moi n'existait plus. La femme qui pliait pour garder la paix, qui doutait d'elle-même jusqu'au silence, cette femme avait construit un dossier à la place. Au bout de 20 minutes, Marc s'est enfin levé.
Il n'a pas laissé la pochette sur la table. Il l'a glissée sous son bras, serrée comme un secret fragile, encore en train d'essayer de garder le contrôle du récit, encore en train de faire semblant qu'il pouvait contenir les dégâts. Il s'est arrêté à la sortie du café, a regardé de chaque côté, puis il a sorti son téléphone. Il n'a pas appelé, juste fixé l'écran, fait défiler, réfléchi. Peut-être qu'il relisait nos anciens messages, à la recherche de quelque chose à retourner, une faille, une ouverture, une échappatoire. Mais il n'y en avait plus, parce que j'avais cessé d'attendre qu'il remplisse le silence de vérité. Et j'avais commencé à écrire la mienne. Je suis restée sur le banc jusqu'à ce qu'il disparaisse au bout de la rue, les épaules tendues par une fierté qui ne tenait plus debout. Il ne s'est pas retourné. Mais, même s'il l'avait fait, il n'aurait pas vu de regret sur mon visage. Il aurait vu quelque chose de plus ancré, le regard d'une femme qui n'a pas besoin de permission pour mettre fin à l'histoire. Le premier message est arrivé ce soir-là. Juste 5 mots. On peut parler 2 minutes. Pas de ponctuation, pas de contexte, pas d'excuses. Je n'ai pas répondu, je l'ai lu une fois, laissé apparaître l'indicateur « lu » sous son nom, puis j'ai reposé mon téléphone et terminé de préparer le dîner. Légumes rôtis, quinoa, un verre de vin. Le genre de repas qu'on partageait autrefois, maintenant servi sur une seule assiette. Il a relancé 1 heure plus tard. Je pense qu'on devrait clarifier les choses. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Je n'ai pas répondu à celui-là non plus, parce que ce n'était pas compliqué, pas de mon côté. C'était structuré, classé, en cours d'enquête. Ça ne devient un désordre que quand on ne l'a pas vu venir. Le lendemain matin, une nouvelle notification. « Tu as vraiment gelé le compte? » Celui-là m'a fait marquer une pause. Pas à cause de la question, mais à cause du ton, l'incrédulité. Comme s'il n'arrivait pas à croire que j'étais allée jusqu'au bout. Comme si l'idée que j'ai agi sans l'en informer, sans prévenir, dépassait encore ce qu'il pensait que j'étais capable de faire. Ça avait toujours été son angle mort. Il croyait que le silence signifiait la douceur. Mais mon silence faisait plus de travail que ses mots ne l'avaient jamais permis. Je ne l'ai pas bloqué. Je n'en avais pas besoin. Qu'il envoie ce qu'il voulait envoyer, qu'il s'agite. Ses messages sont devenus un goutte-à-goutte régulier, chacun portant un masque différent. L'un nostalgique. « Tu te souviens de notre week-end à Annecy? » Je pense souvent à ce chalet. Un autre défensif. « Tu aurais pu juste demander l'argent. Pas besoin d'aller aussi loin. » Puis, « Tu vas vraiment laisser une banque nous séparer? » Comme si c'était à cause de la banque. Comme si c'était elle qui avait pris ce qui ne lui appartenait pas. Mais je les ai laissés s'accumuler, je les ai lus, archivés, capturés, les plus révélateurs. Ajoutés à la pochette, pas parce que j'avais besoin de plus de preuves, mais parce que chaque message confirmait ce que je savais déjà. Marc ne comprenait les conséquences que lorsqu'elle faisait du bruit. Mais ici, il n'y avait pas de bruit, juste de la précision. Et le silence était la lame la plus tranchante. Il a appelé une fois. J'ai laissé sonner. Le message vocal était un mélange doux de colère et de supplication. « Tu sais bien que je t'aurais jamais fait de mal, » a-t-il dit. « Tu me connais. » Mais c'était ça, justement. Je le connaissais. Mieux qu'il ne m'avait jamais connu, et cette fois, ça suffisait. Je suis sortie marcher après le dîner. L'air du soir était vif, la brise légère. J'ai croisé un couple promenant son chien, 2 enfants sur des vélos, une femme lisant sur son balcon. Le monde continuait, et moi aussi, sans répondre, sans trembler, sans me retourner. L'email officiel est arrivé le mardi suivant. Objet, mise à jour, dossier de fraude. Je l'ai ouvert avec des gestes posés, sans précipitation, sans attente, juste la confirmation de ce que je savais déjà. Une enquêtrice avait été affectée à mon dossier. Elle s'appelait Marissa Lang. L'email incluait une ligne directe, un portail sécurisé pour transmettre les documents et une liste de questions complémentaires. C'était clinique, efficace, direct, exactement ce que je voulais. J'ai répondu dans l'heure. Tout téléversé, les relevés de transactions, l'historique de nos échanges, les captures d'écran de notre accord.
J'ai joint une déclaration signée résumant les termes que Marc et moi avions établis avant les premiers retraits. Chaque page était étiquetée, chaque fichier nommé par date et contenu. Aucun fouillis, aucune émotion, juste de la structure. Marissa a appelé dans l'après-midi. Sa voix était calme, rodée, le genre de ton qui ne flanche pas, qui ne vacille pas. Elle m'a remercié pour la clarté de mon dossier, puis m'a posé quelques questions précises. Quelle est la dernière transaction sur laquelle vous étiez tous les deux d'accord? Le 3 avril. Avez-vous une preuve écrite de sa part reconnaissant les retraits? Non, juste des messages vagues après le gel du compte et des dénégations. L'avez-vous confronté directement? Oui, une fois, dans un lieu public. Il a reconnu avoir pris l'argent, mais en minimisant les conséquences. Elle s'est arrêtée un instant, puis a dit « Vous avez été très rigoureuse ». Je n'ai pas réagi au compliment, j'ai simplement répondu à la question suivante. L'appel a duré 15 minutes. À la fin, j'ai ajouté le résumé à la pochette, imprimé une transcription des notes de notre échange. Glissé la feuille dans le dossier, une couche de plus, une preuve de plus. J'ai pensé brièvement à ce que Marc pourrait dire lorsqu'il l'appelle reine, s'il ferait semblant d'être surpris, s'il tenterait de redéfinir notre accord en quelque chose de flou, d'invérifiable. Mais je ne me suis pas attardée, parce qu'il n'avait pas le dossier, il n'avait pas les captures, il n'avait pas la chronologie, il avait des suppositions. Moi, j'avais des preuves. Après l'appel, je me suis approchée de la fenêtre. La lumière de fin d'après-midi s'étirait en ombre longue sur le sol. L'appartement était silencieux, mais pas vide. Il y avait désormais quelque chose de vivant dans ce silence, quelque chose de solide. Ce n'était pas une revanche, c'était une preuve. Qu'on peut agir sans crier, que les limites n'ont pas besoin d'être tracées avec colère pour tenir bon, que la protection ne doit pas forcément ressembler à une armure pour être inviolable. Marc pensait que j'étais derrière lui, qu'il m'avait laissée là, silencieuse, à classer des factures. Mais j'avais toujours eu une longueur d'avance. Et maintenant, le système regardait aussi. Les jours qui ont suivi ont avancé avec une forme de légèreté inhabituelle. Pas parce que tout était résolu, il restait encore des appels à attendre, des rapports en cours d'examen, mais parce que le brouillard s'était levé. Les doutes, les justifications excessives, les compromis constants, disparus. J'ai commencé à repasser mentalement des moments que j'avais autrefois balayés. De petits détails qui, avec le recul, résonnaient désormais plus fort. Le jour où il avait emprunté ma carte bancaire pour faire le plein, puis omis de mentionner l'achat en ligne qui avait suivi. Le mois où il avait juré avoir payé sa part du loyer, mais n'avait jamais retrouvé le reçu. Sa manière de flatter pour esquiver les questions, cette aisance a transformé une tension en tendresse. À l'époque, je m'étais radoucie. Je m'étais dit qu'il ne fallait pas exagérer, que ça ne valait pas une dispute, qu'il était bien intentionné. Mais avoir de bonnes intentions ne suffit pas. Et les schémas ne m'en ont pas. Ce que Marc m'a pris, ce n'est pas seulement de l'argent, c'est la certitude que je portais en moi. Cette confiance que l'équité tiendrait si je restais calme, généreuse, disponible. Il ne m'a pas brisée. Il a simplement grignoté, lentement, le sol sous mes pieds, centimètre par centimètre, charme après charme. Aujourd'hui, je voyais tout avec clarté. Les retraits n'étaient pas une anomalie, ils étaient la suite logique d'un schéma que j'avais trop longtemps ignoré. Un soir, j'ai trié de vieilles photos, non pas par nostalgie, mais pour fermer la boucle. Des clichés de vacances, des dîners à deux, des dimanches matins avec café, livres et playlists à moitié partagées. On avait l'air heureux, et peut-être qu'on l'était parfois, mais même sur ces images, je voyais désormais le déséquilibre. Mes sourires portaient du poids, de l'effort, de l'investissement. Les siens ressemblaient à des échappatoires. Il avait toujours su que j'étais capable. Il n'avait simplement jamais imaginé que je dirigerais cette capacité contre lui. Et pourtant, je l'avais fait. Pas avec de la rage, avec des faits, des horodatage, avec patience. J'ai replacé les photos dans l'enveloppe, les refermées, puis glissées au fond du tiroir de mon bureau. Non pas effacées, mais classées, c'était ça,
la guérison pour moi, pas brûler le passé, le répertorier, parce que je ne voulais pas effacer l'histoire. Je voulais en reprendre l'auteur. Ce soir-là, j'ai allumé une bougie dans le salon, laissé le parfum de bois de santal se faufiler dans le silence. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir, face contre la surface. Je n'avais pas besoin de vérifier si Marc avait envoyé un message. Je n'avais pas besoin de savoir quelle version de l'histoire il se racontait, parce que la mienne était complète, et elle n'avait pas besoin d'être validée. Elle avait juste besoin d'être vraie. Et ça, c'était déjà fait. C'est un jeudi après-midi que le dernier message est arrivé, encore un email de la banque, l'objet simple, presque clinique. Mise à jour, dossier de fraude, révision finale terminée. Je l'ai ouvert sans hésitation, sans peur, sans attente, juste dans le calme. À l'intérieur, un court paragraphe, sans jargon juridique, sans fioriture. L'enquête était terminée, ma plainte avait été jugée fondée, les retraits avaient été reconnus comme non autorisés au regard de l'accord de compte joint. L'accès de Marc avait été révoqué de manière définitive. J'avais droit à un remboursement. Et si je choisissais de porter plainte, le rapport était disponible sur demande. C'était là, pas une vengeance, une validation. Je n'ai pas transféré l'email à Marc, pas de capture d'écran envoyée, pas de réponse à ses anciens messages, toujours non lus dans ma boîte de réception. Il ne méritait pas que mon silence soit rompu par une dernière phrase. Le système avait parlé, et cela suffisait. J'ai imprimé l'email et l'ai glissé dans la dernière pochette du classeur. Il s'est inséré à sa place comme la pièce finale d'un puzzle, ajusté, incontestable. La pochette était maintenant complète. Un dossier entier de ce qui arrive quand on confond maîtrise de soi et faiblesse. Plus tard ce soir-là, je me suis tenue près de la fenêtre, une tasse de thé à la main, regardant les réverbères s'allumer un à un. Le trottoir était encore humide de la pluie de l'après-midi. La ville continuait de vivre sous mes yeux, indifférente, imperturbable. Le monde ne change pas quand on obtient justice. Il vous laisse simplement à nouveau de l'espace pour respirer. J'ai respiré, pas avec soulagement, mais avec lucidité. Le compte était que je l'ai, la vérité classée, les mensonges consignés, horodatés, archivés en noir sur blanc. Ce que Marc avait fait ne serait jamais effacé, mais ce n'était pas nécessaire, parce que je ne courais plus après la réparation. Je me tenais dedans, pas parce qu'on me l'avait offerte, parce que je l'avais construite, silencieusement, méthodiquement, entièrement. La dernière fois que Marc m'a vue, il essayait encore de retourner l'histoire, accroché à l'idée que son charme pourrait encore réécrire les faits. Mais ce récit ne lui appartenait plus, c'était le mien, tapé, signé, clôturé et rangé avec soin. Une semaine après le dernier email, je suis allée à la banque une dernière fois. Pas pour un rendez-vous, pas pour des papiers, juste pour clôturer le compte. L'agence était calme. En fin de matinée, avec le léger bourdonnement des imprimantes et des conversations feutrées qui flottaient dans l'air. J'ai attendu derrière un couple âgé qui bavardait gentiment avec la guichetière, des sourires simples, chaleureux. Quand ce fut mon tour, j'ai avancé et glissé ma pièce d'identité sur le comptoir. Je voudrais clôturer mon compte joint. Il a été gelé récemment. Maintenant, je veux qu'il soit fermé. Définitivement. La conseillère a hoché la tête. Elle n'a pas demandé pourquoi. Elle n'avait pas besoin de le faire. Elle a tapé sur son clavier avec l'assurance discrète de quelqu'un qui a déjà vu beaucoup de liens se rompre, des liens qui portaient bien plus que des chiffres. Ça a pris moins de 5 minutes. Quelques clics, un écran de confirmation, puis elle m'a tendu un dernier reçu, glissé sur le comptoir. « Voilà, c'est fait, dit-elle, avec un sourire poli, teinté de cette compréhension silencieuse. Je l'ai remerciée, plié le papier en trois, glissé dans mon portefeuille, puis je suis sortie du bâtiment sans plus rien à mon nom lié à Marc Chevalier. Le soleil frappait différemment ce matin-là, pas plus chaud, pas plus brillant, juste plus net. Pendant si longtemps, ce compte avait été un symbole, un lien,
une affaire non close déguisée en responsabilité partagée, même après la rupture, même après le va-et-vient, même après la confrontation. Il restait là, mais maintenant, il n'était plus. Pas suspendu, pas gelé, fermé. J'ai conduit jusqu'à chez moi les fenêtres ouvertes, sans musique, juste le vent qui se frayait un chemin dans le silence. Chez moi, j'ai sorti le reçu de mon portefeuille et l'ai placé tout à l'arrière de la pochette, la dernière page. Puis j'ai glissé la pochette dans une grande enveloppe Kraft étiquetée discrètement et l'ai classée dans mon armoire sous Archives personnelles. Elle n'avait plus besoin de rester sur mon bureau. Elle avait accompli sa tâche. L'espace qu'elle occupait autrefois accueillait désormais autre chose, un carnet vierge. Des pages blanches, prêtes à accueillir de nouvelles pensées, de nouveaux projets, intacts, libérés de toute défense ou documentation. Plus tard, j'ai préparé un thé et suis sortie sur le balcon. La ville suivait son rythme habituel, camions de livraison, enfants qui rentraient de l'école, conversations qui montaient puis retombaient au loin. Marc n'était dans rien de tout cela, ni dans le bruit, ni dans l'air, ni dans les traces. Le conte était clos, le silence avait parlé, et la fin n'avait pas besoin d'être bruyante pour être définitive. Quelque part en chemin, j'ai cessé de vérifier s'il m'avait écrit, pas par fuite, mais parce que je n'attendais plus rien de précieux venant de ce côté-là. Marc s'était tu, ou peut-être que je l'avais simplement relégué si loin que même ses bruits ne faisaient plus écho. Quoi qu'il en soit, le silence était là, et cette fois, il était mérité. Je recevais encore des notifications bancaires. Des petits sons discrets lorsque des opérations étaient invalidées, que des soldes évoluaient, que de nouveaux relevés étaient indisponibles. Avant, ces signaux déclenchaient une angoisse sourde, une tension constante sous la surface. Aujourd'hui, ils sonnaient différemment. Ce n'étaient plus des rappels de ce qu'on m'avait pris. C'étaient des affirmations de ce que j'avais repris. La vigilance, l'autonomie, les limites. Je ne surveillais plus le compte, il n'existait plus, mais je me surveillais, moi, attentivement, délibérément. Je prêtais attention aux espaces où la confiance avait autrefois vécu, et je les protégeais non pas par peur, mais par respect, pour celle que j'étais, celle qui ne criait pas, pour celle qui agissait quand même, pour celle qui notait, qui traçait en silence, qui ne laissait jamais le calme la tromper. Cette version-là méritait des soins, elle méritait un avenir allégé de mémoire, de permission ou d'excuses. J'ai pensé à la femme que j'étais avant ce conte, avant Marc. Celle qui croyait que l'équité allait de soi, que les bonnes intentions suffisaient à équilibrer les choses. Elle n'était pas naïve, elle était pleine d'espoir. Mais l'espoir, entre les mains de quelqu'un d'imprudent, devient un risque. Alors je l'ai repris. J'ai arrêté de faire de la place à ceux qui ne venaient pas avec soin. J'ai arrêté de confondre silence et fragilité, et j'ai arrêté de prendre l'évitement pour de la paix. Parce que ce que j'ai appris, page après page, relevé après relevé, c'est ceci. Le silence ne veut pas dire petit, il ne veut pas dire passif, et il ne veut jamais dire impuissant. Le silence peut être une limite, le silence peut être une réponse, le silence peut être la version la plus nette de « ça suffit ». Je me suis souvenu d'une phrase que Marc m'avait dite au début. « T'as un calme presque intimidant. » À l'époque, j'avais ri. J'avais pris ça comme un compliment que je ne comprenais pas vraiment. Aujourd'hui, je sais ce que c'était. Il avait perçu l'acier sous la douceur. Il n'avait simplement jamais imaginé qu'un jour, cet acier se tournerait vers lui. Le calme n'était pas ma faiblesse. C'était mon arme. Et je n'ai jamais eu besoin de l'élever pour m'en servir. On sous-estime facilement les femmes discrètes, celles qui n'explosent pas, qui ne font pas de scène, qui ne crient pas en public, ne supplient pas en privé. Mais c'est justement là que réside la vraie force, dans la retenue, dans la stratégie, dans cette capacité à savoir quand attendre et quand agir sans demander la permission. Je n'ai jamais eu besoin de vengeance. Je n'avais pas besoin que Marc s'effondre, avoue, ou ressente une honte qui m'aurait grandi. J'avais seulement besoin de vérité, et je l'ai obtenue, pas dans ces mots, mais dans les documents, la chronologie, la façon dont le système a réagi face aux faits
quand ils ont été présentés sans détour. Les alertes s'affichent encore de temps en temps, mais plus par soupçon, par structure. C'est ma manière de rester alignée, ancrée, intentionnelle. Elle me rappelle que se protéger n'est pas une réaction, c'est une décision, que le silence, lorsqu'il est manié avec lucidité, peut trancher plus net que n'importe quelle confrontation. Je pense parfois à la version plus jeune de moi, celle qui croyait que l'amour impliquait de tolérer l'imprévisibilité, de plier quand c'était nécessaire, de rester douce pour préserver la paix. Elle n'était pas faible, elle était généreuse, mais la générosité sans limite devient une dette qu'on ne peut jamais vraiment rembourser. Alors, j'en ai tracé de nouvelles. Et en le faisant, j'ai appris quelque chose de rare. La paix ne se reçoit pas. Elle se construit, ligne après ligne, pas après page, pas à pas, dans le silence. Quelque part, Marc raconte encore son histoire. Peut-être qu'il en a édulcoré les faits, peut-être qu'il dit aux autres que c'était un malentendu, que ça a été exagéré, que j'ai réagi trop fort. Qu'il le fasse, parce que je n'ai pas besoin de le réécrire. J'ai déjà écrit la mienne, la femme qui a vu, la femme qui a attendu, la femme qui a construit un dossier plutôt que d'élever la voix. Ce n'est pas le genre de fin qu'on applaudit à haute voix. Il n'y a pas de confrontation théâtrale, pas de justice spectaculaire. Juste un compte clôturé, un dossier imprimé et une sortie calme d'un café. Mais je n'ai pas besoin de bruit pour être entendue. Je n'ai pas besoin de flamme pour être forte. Ce dont j'avais besoin, c'était de partir, en sachant qu'au moment décisif, je ne me suis pas effacée. Je me suis choisie, sans tambour, sans mise en scène. Juste avec un calme qui prouvait, une bonne fois pour toutes, que je n'ai jamais eu besoin de crier pour que ce soit définitif.